Ces 10 propriétés à Miami Beach nous appartiennent de droit, a déclaré mon père au juge, d'une voix empreinte d'une assurance qui m'a donné la nausée. Ma mère acquiesçait à ses côtés, ajustant son collier de perles comme si elle assistait à un événement mondain et non à un procès décidant du sort de l'héritage de ma grand-mère. Le juge examina les documents pendant quelques secondes qui semblèrent une éternité. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Il rit. Ce n'était pas un rire cruel ou sarcastique, mais le genre de rire sincère de quelqu'un qui vient de découvrir quelque chose de surprenant, presque comique. « Eh bien, c'est intéressant », a-t-il murmuré en feuilletant les pages de l'enveloppe que je lui avais remise quelques minutes auparavant. Mes parents se sont regardés nerveusement pour la première fois depuis que nous étions entrés dans la salle. Je m'appelle Miguel Fernandez et, à 32 ans, ingénieur civil spécialisé dans les structures maritimes, je n'aurais jamais imaginé que je me battrais contre mes propres parents pour l'héritage de la femme qui m'a élevé. 3 mois avant cette audience, j'ai reçu l'appel qui allait tout changer. Ma grand-mère Rosa était décédée. Elle n'était pas seulement ma grand-mère. Elle était ma mère adoptive, ma mentor, la personne qui m'avait appris que l'intégrité vaut mieux que la commodité. Rosa Fernandez possédait 10 propriétés de luxe réparties dans Miami Beach. Ce n'étaient pas seulement des maisons, mais de petits paradis architecturaux qu'elle avait achetés un par un au cours de 40 années de travail acharné en tant qu'agent immobilier. J'ai grandi en peignant des clôtures, en réparant des tuiles et en apprenant que prendre soin des propriétés, c'était prendre soin de l'avenir de la famille. Rosa disait toujours, « Miguel, ces maisons renferment des histoires. Elles prendront soin de toi quand je ne pourrai plus le faire. » Quand j'ai appris son décès, ma première pensée après la douleur a été pour ces 10 maisons au ton pastel que je connaissais comme ma poche. J'ai appelé mes parents dans l'espoir de partager ma tristesse et de discuter des arrangements funéraires. Au lieu de cela, mon père est allé droit au but. Nous avons déjà pris les choses en main. Tu as ta carrière, tu n'as pas à te soucier de ces formalités administratives. Ma mère a ajouté, ta grand-mère a toujours été très attachée à ses propriétés. Nous prendrons les décisions pratiques. Décisions pratiques. Cette phrase résonnait dans mon esprit tandis que je me rendais à Miami Beach le lendemain des funérailles. Les 10 maisons étaient alignées le long d'Ocean Drive, telles des sentinelles colorées gardant des souvenirs. La maison bleu turquoise où j'avais appris à utiliser des outils. La maison corail où Rosa m'avait appris à calculer les impôts. La maison jaune où nous avions passé d'innombrables après-midi à planifier des rénovations qui augmenteraient la valeur de la propriété sans lui faire perdre son charme. J'ai retrouvé mes parents dans la maison principale, un manoir art déco des années 40 que Rosa considérait comme son chef-d'œuvre. Ils étaient en compagnie d'un homme en costume gris qui n'appartenait manifestement pas à notre cercle familial. Voici l'évaluateur, m'a expliqué mon père sans gêne. Nous calculons la valeur totale pour une vente rapide. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Vendre? Rosa n'aurait jamais vendu ses maisons. Rosa est décédée, a répondu froidement ma mère. Et nous devons être réalistes quant à l'entretien, aux impôts et aux responsabilités. Mais qu'en est-il du testament? Ils ont échangé un regard qui aurait dû m'alerter. Quel testament? A demandé mon père. Ta grand-mère n'a jamais laissé de testament officiel. Les propriétés nous reviennent automatiquement en tant que seuls héritiers vivants. Quelque chose n'allait pas. Rosa était méticuleuse avec les documents. Une femme qui archivait les reçus du petit déjeuner et conservait des copies de tout à 3 endroits différents. Elle n'aurait jamais laissé quelque chose d'aussi important sans documentation adéquate. Si vous suivez cette histoire de trahison familiale, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment cette bataille pour l'héritage de ma grand-mère a révélé des secrets qui allaient tout changer. Je suis sorti de cette maison avec la certitude grandissante que mes parents cachaient quelque chose d'essentiel. Et quand je découvrirais quoi, ils apprendraient que sous-estimer le petit-fils de Rosa Fernandez avait été la plus grande erreur de leur vie. La semaine suivante, j'ai découvert exactement quel genre de personnes étaient mes parents. Et ce n'était pas une révélation progressive ou subtile. C'était comme arracher un pansement et découvrir que la blessure en dessous était bien pire que je ne l'imaginais. Je suis retourné aux maisons d'Ocean Drive le mardi suivant, avec les clés que Rosa me confiait toujours en cas d'urgence. Je prévoyais d'inspecter minutieusement les propriétés, de vérifier les contrats de location et de rechercher tout document que mes parents auraient oublié de mentionner. La première surprise m'attendait dans la maison corail. La serrure avait été changée. Ma clé ne fonctionnait plus. J'ai immédiatement appelé mon père. Miguel, nous devions assurer la sécurité des propriétés, m'a-t-il expliqué avec ce ton condescendant que je détestais depuis mon enfance. Tu comprends, n'est-ce pas? Responsabilité légale. Responsabilité légale sur des propriétés que vous prétendez hériter automatiquement? Exactement. Et en tant que nouveaux propriétaires, nous prenons les décisions en matière de sécurité. Nouveaux propriétaires.
Il se considérait déjà comme propriétaire avant même toute procédure judiciaire. C'est là que j'ai rencontré Patricia Hansly, locataire de longue date de la Maison Jaune depuis 15 ans. Une dame d'une 60aine d'années qui travaillait comme enseignante à la retraite et s'occupait d'orchidées rares sur son balcon. « Miguel, mon cher », m'a-t-elle appelé depuis son balcon lorsqu'elle m'a vu debout devant la maison Corail. « Ravi de te voir. J'ai besoin de te parler d'une chose très étrange. » Patricia m'a raconté que mon père était venu 3 jours auparavant avec un homme en costume et avait exigé d'entrer dans sa maison pour évaluer les améliorations nécessaires. Lorsqu'elle lui a demandé le préavis requis par la loi, mon père a répondu que les anciennes règles ne s'appliquaient plus. Il a été très grossier, Miguel. Il a dit que je devais me préparer à des changements importants et que les anciens locataires devaient s'adapter au nouveau temps. Patricia semblait vraiment effrayée. Ta grand-mère ne nous a jamais parlé comme ça. Jamais. J'ai eu un pincement au cœur. Rosa traitait tous ses locataires comme des membres de sa famille élargie. Elle connaissait les dates d'anniversaire des petits-enfants de Patricia, envoyait des cartes de Noël et réduisait le loyer lorsqu'elle savait que quelqu'un avait des difficultés financières. Patricia, ma grand-mère a-t-elle mentionné quelque chose au sujet de documents importants? Testament, acte notarié, quoi que ce soit. Elle a hésité un instant, puis m'a fait signe de la suivre dans le salon. En fait, oui. 2 semaines avant sa mort, Rosa est venue ici très agitée. Elle a dit qu'elle avait finalisé certains documents importants et que je n'avais pas à m'inquiéter de changements soudains. Elle a dit que tu t'occuperais de tout et que ces traditions seraient maintenues. Elle a dit ça spécifiquement? Que je m'occuperais de tout. Exactement ces mots-là. Et encore une chose, Miguel. Patricia baissa la voix. Elle a mentionné qu'elle avait conservé des copies des documents importants à 3 endroits différents. Elle a dit que certains membres de la famille ne comprenaient pas la valeur réelle de ces maisons. 3 endroits différents. C'était typique de Rosa d'être aussi prudente. Mais la conversation avec Patricia n'était qu'un avant-goût de ce que j'ai découvert par la suite. Le jeudi, j'ai reçu un appel de Fernando Martinez, le comptable qui travaillait avec Rosa depuis plus de 20 ans. Sa voix semblait tendue, presque nerveuse. « Miguel, j'ai besoin de te voir en personne. C'est à propos des comptes de ta grand-mère. Il y a quelques irrégularités qui m'ont laissé inquiet. » Nous nous sommes retrouvés dans son petit bureau bien organisé sur Biscayne Boulevard. Fernando était un homme méticuleux qui classait ses trombones par couleur et gardait son bureau parfaitement propre, à l'exception d'un seul stylo parfaitement aligné. « Ton père est venu ici lundi », a commencé Fernando, ses mains nerveuses jouant avec le stylo. Il a exigé un accès complet à tous les comptes de Rosa. Il a dit qu'il avait l'autorité légale en tant qu'héritier et que je devais tout transférer immédiatement. « Et vous l'avez fait ?» Bien sûr que non. Je lui ai expliqué qu'il fallait que je voie des documents officiels, un certificat de décès, un testament, une ordonnance du tribunal, quelque chose. Il s'est mis en colère, Miguel. Il a menacé de me poursuivre pour obstruction à la justice. Fernando s'est penché en avant, baissant la voix. Mais voilà le problème. Rosa est venue ici 3 semaines avant de mourir. Elle a réorganisé certains comptes, transféré de l'argent, apporté des modifications spécifiques. Et elle a laissé des instructions très claires sur qui devait avoir accès à quoi. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Quel genre d'instructions? Des instructions indiquant que vous deviez être l'administrateur principal de tous les biens. Pas seulement un bénéficiaire, Miguel. L'administrateur. Avec le pouvoir de décision sur les ventes, les locations, les rénovations, tout. Fernando a ouvert un dossier et m'a montré des documents signés par Rosa. Des transferts de comptes, des changements de bénéficiaires et une lettre d'instruction détaillant exactement comment elle voulait que les propriétés soient gérées. Il y a autre chose, a poursuivi Fernando. Rosa a spécifiquement mentionné qu'elle ne faisait pas confiance à vos parents pour préserver le caractère communautaire des propriétés. Elle a dit qu'ils ne verraient que des chiffres, pas des personnes. Les paroles de ma grand-mère résonnaient dans mon esprit. Elle connaissait mes parents mieux que je ne l'imaginais. Mais le coup de grâce est venu à la fin de la semaine. En roulant sur Ocean Drive vendredi après-midi, j'ai vu quelque chose qui m'a fait bouillir le sang. Devant la maison bleue turquoise, il y avait un panneau « Bientôt, développement de luxe Martinez et Associates ». Martinez et Associates. La société de promotion immobilière qui transformait des maisons historiques en copropriétés génériques. Je me suis garé et j'ai marché jusqu'au panneau. En petits caractères en dessous, 10 unités résidentielles de luxe. Lancement prévu en décembre. Il ne prévoyait pas seulement de vendre les maisons de Rosa. Il prévoyait de les démolir et de construire un complexe résidentiel à la place. 15 minutes plus tard,
Je frappais à la porte de la maison de mes parents avec une force qui a probablement effrayé les voisins. Ma mère a ouvert la porte, a vu mon expression et a immédiatement essayé de la refermer. J'ai mis mon pied dans l'interstice. Nous devons parler. Maintenant. Mon père est apparu derrière elle, les bras croisés. Miguel, tu dramatises. Je dramatise? Il y a un panneau de démolition sur les propriétés de grand-mère Rosa. Ils se sont regardés, et pendant une seconde, j'ai vu quelque chose qui m'a choqué. Ce n'était pas de la culpabilité ou de la gêne. C'était de l'irritation. De l'irritation parce que j'avais découvert la vérité. Écoute, Miguel, a soupiré mon père, comme s'il expliquait quelque chose d'évident à un enfant. Ces maisons sont vieilles, problématiques, elles ne rapportent pas vraiment d'argent. Le terrain vaut une fortune, mais les structures sont un gouffre financier. Un gouffre financier? Rosa vivait des loyers de ces maisons. Rosa était trop sentimentale, dit froidement ma mère. Elle demandait des loyers inférieurs au marché, dépensait une fortune en entretien inutile, traitait les locataires comme sa famille. Ce n'est pas une façon de gérer une entreprise. Ce n'était pas une entreprise, ai-je dit en élevant la voix. C'était son foyer. C'était la communauté qu'elle avait construite. Mon père a ri. Il a littéralement ri. Miguel, tu es ingénieur. Tu comprends les chiffres. Ces propriétés peuvent générer 10 fois plus de profit en tant que lotissement résidentiel. Et les locataires? Patricia vit là depuis 15 ans. Franck a élevé ses enfants dans cette maison. Ils trouveront d'autres endroits, a déclaré ma mère en ajustant son collier comme si nous discutions de la météo. C'est ainsi que fonctionne le progrès. J'ai regardé ces deux personnes qui m'avaient élevé et j'ai réalisé quelque chose de dévastateur. Je ne les reconnaissais pas. Peut-être ne les avais-je jamais vraiment connus. Rosa a laissé des instructions précises sur la manière dont les propriétés devaient être gérées, ai-je déclaré. L'expression de mon père changea instantanément. Quelles instructions? Celles que vous avez commodément oublié de mentionner lorsque vous avez prétendu qu'il n'y avait pas de testament. Le silence qui suivit fut si tendu que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge de la cuisine. Finalement, mon père prit la parole, d'une voix plus basse et plus dangereuse que je ne lui avais jamais entendue. Miguel, tu joues avec des choses que tu ne comprends pas. Il y a beaucoup d'argent en jeu ici. Des gens puissants. Des contrats signés. La menace implicite n'était pas du tout subtile. Je quittais la maison de mes parents ce soir-là avec une clarté cristalline sur 3 choses. Premièrement, ils savaient exactement que Rosa avait laissé des instructions spécifiques. Deuxièmement, ils ignoraient délibérément ses souhaits. Et troisièmement, ils n'allaient pas s'arrêter avant d'avoir transformé l'héritage de ma grand-mère en profit personnel. Mais il y avait une 4e chose qu'ils ignoraient à mon sujet. En tant qu'ingénieur spécialisé dans les structures maritimes, j'avais appris très tôt que les fondations les plus solides sont celles qui résistent non seulement au poids, mais aussi à la pression latérale inattendue. Et j'étais sur le point d'exercer une pression latérale qu'ils ne verraient jamais venir. Le lundi suivant, j'ai découvert que la situation était devenue beaucoup plus urgente que je ne l'avais imaginé. J'ai reçu un appel de Patricia à 7 heures du matin, la voix tremblante d'indignation. « Miguel, ils sont venus ici pendant le week-end. Des hommes avec des casques et des planches à dessin, qui mesuraient tout. Ils ont dit que nous devions quitter les lieux dans les 30 jours pour des rénovations structurelles d'urgence. 30 jours. Mes parents avaient considérablement accéléré le calendrier. Je suis arrivé aux maisons d'Ocean Drive 15 minutes plus tard et j'ai découvert une scène qui m'a fait bouillir le sang. De petits drapeaux jaunes marquaient des points précis autour de chaque propriété. Ce n'étaient pas des marques aléatoires. En tant qu'ingénieur, j'ai immédiatement reconnu le schéma, des points de démolition stratégiques. Franck, le vétéran de la garde côtière, se tenait sur le porche de la maison vert citron, une tasse de café à la main, les mains légèrement tremblantes. Quand il m'a vu, il m'a fait signe de monter. 43 ans de service, a-t-il dit sans préambule, 2 tours au Vietnam, 3 ouragans de catégorie 4, et c'est la première fois que je me sens complètement impuissant. Franck, raconte-moi exactement ce qui s'est passé. Samedi matin, une équipe de topographie s'est présentée. Ils ont dit qu'ils avaient l'autorisation légale d'inspecter les risques structurels. Ils ont montré des papiers officiels, ont parlé de sécurité des locataires et de responsabilité civile. Franck a bu une gorgée de café. Miguel, je sais reconnaître une opération militaire quand j'en vois une. Celle-ci était coordonnée, planifiée dans les moindres détails. J'ai examiné les drapeaux de plus près. Chacun était placé exactement là où il fallait mettre des explosifs pour une démolition contrôlée et efficace. Mes parents ne prévoyaient pas seulement de vendre les maisons. Ils se préparaient à effacer complètement l'histoire que Rosa avait construite. Il y a autre chose,
a poursuivi Franck. Ils ont laissé ça pour toi. Il m'a tendu une enveloppe blanche sur laquelle mon nom était écrit en lettres majuscules. À l'intérieur, une seule feuille de papier à en-tête d'un cabinet d'avocats que je ne connaissais pas. Monsieur Miguel Fernandez. Par la présente, nous vous informons que la procédure d'expropriation des propriétés d'Ocean Drive sera officiellement engagée dans 72 heures. Toute tentative d'interférer dans la procédure judiciaire sera considérée comme une obstruction à la justice. Nous vous recommandons de consulter un avocat indépendant. 72 heures. Non seulement ils ignoraient les souhaits de Rosa, mais ils utilisaient le système juridique pour me réduire au silence avant que je puisse réagir. Je m'assis sur la terrasse à côté de Franck, sentant le poids de la situation s'installer. Franck, j'ai besoin de te demander quelque chose. Rosa a-t-elle jamais mentionné où elle conservait ses documents importants, à part la banque et le comptable? Franck réfléchit un instant. Elle était obsédée par les coffres-forts. Elle disait que les personnes importantes gardaient toujours des copies de sauvegarde dans des endroits où personne ne penserait à chercher. Quel genre d'endroit? L'église, la caserne des pompiers, même la bibliothèque. Des lieux publics où les documents seraient en sécurité, même si quelque chose lui arrivait. La bibliothèque. Rosa avait été bénévole à la bibliothèque principale de Miami Beach pendant plus de 2 décennies. Elle disait toujours que les bibliothèques étaient les véritables coffres-forts de l'humanité. 40 minutes plus tard, je discutais avec Hélène Morrison, la bibliothécaire en chef qui connaissait Rosa depuis les années 80. « Miguel, mon cher », m'a salué Hélène en me serrant dans ses bras. « Je suis désolé pour votre grand-mère. C'était une force de la nature. » Hélène, Rosa a laissé quelque chose ici? Des documents, des lettres, quelque chose qu'elle vous a demandé de garder? Hélène hésita un instant, puis me fit signe de la suivre dans une petite pièce à l'arrière de la bibliothèque. Elle sortit d'un placard fermé à clé une boîte en bois que je reconnus immédiatement. Rosa l'utilisait pour ranger de vieilles photos. Elle l'a apportée 2 semaines avant sa mort, m'expliqua Hélène. Elle a dit que si quelque chose lui arrivait, vous seul deviez avoir accès à son contenu. Les mains tremblantes, j'ouvris la boîte. À l'intérieur se trouvaient 3 enveloppes scellées, chacune portant une date différente sur le devant. La première datait de 6 mois. La deuxième, de 3 mois. La troisième, de la semaine précédant sa mort. J'ai ouvert le plus ancien en premier. C'était une lettre manuscrite de Rosa expliquant ses soupçons sur les motivations de mes parents. Le deuxième enveloppe contenait des copies de documents montrant que mes parents avaient consulté des évaluateurs immobiliers et des avocats spécialisés dans le développement immobilier alors que Rosa était encore en vie. Mais c'est la troisième enveloppe qui a tout changé. À l'intérieur, il y avait un testament complètement différent de celui que Fernando m'avait montré. Celui-ci était signé, notarié et daté de seulement 5 jours avant la mort de Rosa. Et dans ce testament, je n'étais pas seulement l'administrateur des propriétés. J'en étais le propriétaire légal absolu. Avec le testament, il y avait une lettre personnelle qui commençait ainsi. « Miguel, si tu lis ceci, cela signifie que mes pires craintes se sont confirmées. J'ai découvert que tes parents prévoient de détruire tout ce que j'ai construit pour en tirer un profit rapide. Je ne peux pas permettre cela. Les maisons d'Ocean Drive ne sont pas seulement des propriétés. Elles sont le foyer de personnes qui me font confiance depuis des décennies. Elles représentent la stabilité dans un monde qui ne cesse de se détériorer. » La lettre expliquait ensuite que Rosa avait découvert les plans de mes parents grâce à des conversations téléphoniques qu'elle avait accidentellement entendues. Elle savait qu'ils avaient l'intention de la déclarer mentalement incapable si elle résistait. C'est pourquoi j'ai rédigé ce testament final en secret, avec des témoins qu'ils n'ont jamais rencontrés et un avocat qu'ils n'auraient jamais songé à enquêter. Tu es la seule personne en qui j'ai confiance pour maintenir en vie la communauté que nous avons construite. Hélène observa mon expression pendant que je lisais. Miguel, elle était très inquiète ces derniers jours. Elle semblait porter un poids énorme. Je fermai les yeux, ressentant à la fois de la tristesse pour la douleur que Rosa avait endurée seule et une détermination inébranlable pour ce que je devais faire. Hélène, j'ai besoin d'utiliser le téléphone de la bibliothèque. J'ai appelé Andrea Wallace, l'avocate spécialisée dans les litiges immobiliers que Fernando m'avait recommandé. Je lui ai rapidement expliqué la situation et elle a accepté de me rencontrer à son bureau dans 1 heure. En roulant sur Biscayne Boulevard avec la boîte de Rosa sur le siège passager, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis que j'avais appris sa mort. Ce n'était pas seulement de l'espoir ou du soulagement. C'était une clarté absolue. Mes parents avaient sous-estimé 2 choses fondamentales. Premièrement, l'amour et la prévisibilité de Rosa. Deuxièmement, ma détermination à honorer non seulement ses souhaits, mais aussi les droits de personnes comme Patricia et Franck qui avaient construit leur vie autour de la stabilité qu'elle leur procurait. Dans la salle d'accueil du cabinet d'Andrea,
j'ai mentalement organisé tout ce que j'avais découvert ces derniers jours. Le comptable avec les registres de la réorganisation financière de Rosa. Les locataires avec leurs témoignages sur ses intentions. La bibliothécaire qui avait conservé des preuves cruciales. Et maintenant, un testament final qui changeait complètement la donne juridique. En attendant d'être appelé dans le bureau de l'avocate, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. Pour la première fois depuis les funérailles de Rosa, je ne réagissais pas aux actions de mes parents. J'étais sur le point de prendre l'initiative. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Rosa m'avait enseigné bien plus que l'ingénierie et l'entretien des bâtiments. Elle m'avait appris que les fondations les plus solides sont construites non seulement pour supporter le poids, mais aussi pour résister aux tremblements de terre. Et le tremblement de terre qui allait frapper la stratégie de mes parents serait d'une magnitude qu'ils n'auraient jamais imaginé possible. Le bureau d'Andrea Wallace reflétait exactement le type d'avocate dont j'avais besoin. Des murs couverts de diplômes, des étagères remplies de recueils de jurisprudence et un bureau parfaitement organisé où chaque document avait sa place spécifique. Lorsqu'elle a ouvert la boîte de Rosa et examiné le testament final, son expression professionnelle a laissé place à quelque chose que je ne peux décrire que comme une satisfaction prédatrice. « Miguel, cela change complètement la donne », dit-elle en ajustant ses lunettes. « Non seulement vous avez un droit légal absolu sur les propriétés, mais vos parents enfreignent clairement la loi en procédant à la vente. » Je lui ai expliqué les drapeaux jaunes, le délai de 72 heures et la menace d'expropriation. Andrea a rapidement pris des notes, posant des questions précises sur la chronologie et les preuves. Ils utilisent l'intimidation juridique pour accélérer le processus, a-t-elle conclu. C'est typique de ceux qui savent qu'ils opèrent sur un terrain glissant. Plus vite ils finaliseront la transaction, plus il sera difficile de la renverser. Alors, que faisons-nous? Premièrement, un embargo judiciaire immédiat. Je vais déposer une injonction aujourd'hui, même pour empêcher toute modification des propriétés. Elle fit une pause, étudiant mon expression. Mais il y a autre chose que je dois vous demander. Voulez-vous simplement protéger les maisons, ou voulez-vous que vos parents subissent les conséquences de leurs actes? La question me prit au dépourvu. Pendant tous ces jours passés à rassembler des preuves et à découvrir la vérité, je m'étais concentré uniquement sur le respect des souhaits de Rosa. Mais Andrea avait raison. Mes parents n'avaient pas seulement ignoré le testament de ma grand-mère. Ils avaient délibérément menti, intimidé des locataires vulnérables et tenté de détruire un héritage de plusieurs décennies par cupidité personnelle. « Je veux que justice soit faite », répondis-je. Rosa le mérite. Et les personnes qui lui ont fait confiance aussi. Andrea a souri pour la première fois depuis notre rencontre. Alors faisons les choses correctement. J'ai une stratégie qui va au-delà de la simple récupération des propriétés. Elle m'a expliqué son plan en détail. Premièrement, l'embargo judiciaire protégerait immédiatement les maisons. Deuxièmement, elle intenterait une action en justice pour dissimulation frauduleuse de testament. Troisièmement, et plus dévastateur encore, elle poursuivrait mes parents pour intimidation des locataires et tentative de fraude immobilière. Ce qui est génial, c'est qu'ils ont eux-mêmes créé les preuves, a poursuivi Andrea. Les banderoles de démolition, les délais artificiels, les menaces envers les locataires. Tout est documenté et attesté. Je suis sorti de son bureau 2 heures plus tard avec un dossier rempli de documents juridiques et un calendrier d'action qui commencerait le lendemain matin. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de ne pas être simplement en train de réagir au mouvement de mes parents. C'était moi qui dictais les règles du jeu. Mais mes parents ne sont pas restés les bras croisés pendant que j'organisais ma stratégie. Le mercredi matin, j'ai reçu un appel hystérique de Patricia. « Miguel, ils ont amené des machines. Des excavatrices, des camions, des hommes avec des casques partout. » Je suis arrivé sur les lieux 20 minutes plus tard pour découvrir une scène qui m'a fait bouillir le sang. 3 excavatrices étaient stratégiquement positionnées entre les maisons et une équipe de démolition inspectait les structures avec des planches à dessin et des appareils de mesure. Mon père supervisait le tout depuis une caravane temporaire installée dans le parking, parlant au téléphone comme un général commandant des opérations militaires. Je me suis dirigé directement vers la caravane et j'ai frappé à la porte. Il m'a vu à travers la fenêtre et a terminé son appel avant de sortir. « Miguel, tu ne devrais pas être ici », m'a-t-il dit, sans même essayer de cacher son irritation. « C'est une propriété privée maintenant. » Propriété privée? Sur la base de quel document? Il a sorti un papier de sa poche et l'a déplié devant moi. Il s'agissait d'une ordonnance judiciaire temporaire accordant l'autorisation d'effectuer une inspection structurelle d'urgence en raison de risques pour la sécurité publique. J'ai étudié le document. Il était authentique, signé par un juge que je ne connaissais pas dans un tribunal situé à 2 heures de route. Comment avez-vous obtenu cela si rapidement? Mon père sourit avec une assurance qui me donna la nausée.
Miguel, tu n'es pas le seul dans la famille à avoir des relations. Nous avons aussi des avocats. Des avocats coûteux qui savent accélérer les procédures lorsque cela est nécessaire. C'est alors que j'ai compris l'ampleur réelle de ce à quoi j'étais confronté. Mes parents n'étaient pas seulement cupides. Ils avaient un plan coordonné, des ressources financières substantielles et la volonté d'utiliser le système juridique comme une arme. Les locataires ont des droits, ai-je dit. Les locataires ont 48 heures pour quitter les lieux en raison des risques structurels identifiés, a-t-il répondu en pointant une section spécifique du document. Nous ne voulons pas que quelqu'un soit blessé lorsque ces vieilles maisons commenceront à s'effondrer. La menace implicite était claire. Si je ne reculais pas, mes parents trouveraient un moyen de rendre les maisons dangereuses afin de forcer l'expulsion immédiate des locataires. Je suis retourné à ma voiture, les mains tremblantes, non pas de peur, mais d'une colère si pure que j'avais du mal à conduire. J'ai immédiatement appelé Andrea. Ils ont anticipé nos mouvements, m'a-t-elle dit après que je lui ai expliqué la situation. C'est plus sophistiqué que je ne le pensais, mais aussi plus désespéré. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils savent qu'ils sont vulnérables et qu'ils essaient de conclure la transaction avant que nous puissions agir. C'est une stratégie risquée qui pourrait se retourner contre eux. Andrea a travaillé tout l'après-midi à organiser une réponse juridique. Pendant ce temps, je suis allé de maison en maison pour parler à chaque locataire, documenter leurs histoires et recueillir des témoignages sur les tactiques d'intimidation. Franck m'a accueilli sur le porche de la maison vert citron avec une expression mêlant colère et détermination militaire. Miguel, j'ai servi mon pays pendant 4 décennies. Je ne vais pas me laisser expulser de ma maison par 2 spéculateurs cupides. Franck, cela pourrait mal tourner. Ils ont des ressources et ne semblent pas se soucier d'utiliser des méthodes douteuses. Il a ri, mais ce n'était pas un rire amusé. Mon garçon, j'ai affronté des tempêtes dans l'Atlantique Nord qui ont duré 3 jours d'affilée. Des tempêtes qui ont brisé des navires de guerre en 2. Tes parents sont peut-être intelligents, mais ils ne sont rien comparés à ce que j'ai vécu. Patricia a également refusé de se laisser intimider. 15 ans dans cette maison, Miguel. 15 ans à payer le loyer à jour, à entretenir le jardin, à participer à la vie de la communauté. Je ne vais pas les laisser m'expulser pour construire un autre immeuble générique. La détermination des locataires m'a donné de la force, mais a également accru ma responsabilité. Je ne me battais plus seulement pour l'héritage de Rosa. Je protégeais la vie et le foyer de personnes qui me faisaient confiance. Si vous suivez cette bataille entre tradition familiale et cupidité des entreprises, abonnez-vous à la chaîne, car la stratégie que j'ai mise en place dans la suite montrera comment la détermination peut vaincre des ressources apparemment illimitées. Le jeudi matin, Andrea m'a appelé avec des nouvelles qui ont complètement changé notre stratégie. Miguel, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur le juge qui a signé l'ordonnance d'inspection structurelle, m'a-t-elle dit. Il a des liens financiers directs avec la société de promotion immobilière Martinez et Associates. Quel genre de lien? Le genre qui invalide toute décision judiciaire qu'il prendrait concernant ses propriétés. Un conflit d'intérêts évident. Cela ouvrait une nouvelle ligne d'attaque. Non seulement mes parents violaient le testament de Rosa, mais ils utilisaient la corruption judiciaire pour accélérer le processus. Andrea, puis-je te poser une question? Combien de temps faudrait-il pour réparer complètement tous les dommages si nous gagnons? Cela dépend des dommages qu'ils auront causés avant que nous ne les arrêtions. Chaque jour de retard peut signifier des semaines de reconstruction. C'est alors que j'ai pris la décision qui allait changer le cours de la bataille. Au lieu de me contenter de réagir défensivement aux mouvements de mes parents, j'allais les forcer à réagir aux miens. Andrea, je veux accélérer notre calendrier. Nous allons tout déposer aujourd'hui. L'embargo, l'action pour fraude, la plainte pour corruption, tout simultanément. Miguel, c'est risqué. Si nous n'avons pas suffisamment de preuves pour étayer toutes les accusations. Nous les avons. Les jeux interrompus. Rosa a tout documenté. Fernando a les registres financiers. Hélène a le testament authentifié. Les locataires ont des témoignages d'intimidation. Et maintenant, vous avez découvert la corruption judiciaire. Andrea est resté silencieux pendant quelques secondes. Tu sais quoi? Tu as raison. Ils veulent une guerre juridique? Nous allons leur donner une guerre juridique. Nous avons passé le reste de la journée de jeudi et toute la journée de vendredi à préparer une offensive juridique coordonnée. Andrea a contacté des collègues spécialisés dans la corruption judiciaire. J'ai classé tous les documents de Rosa par ordre chronologique parfait. Fernando a préparé des rapports financiers détaillés montrant les irrégularités dans les comptes. Hélène, de la bibliothèque, a fourni une déclaration notariée sur la manière dont Rosa avait conservé le testament, y compris les dates et les témoins du processus.
Patricia et Frank ont signé des dépositions détaillées sur les tactiques d'intimidation. Le vendredi soir, nous avions un dossier de plus de 200 pages documentant chaque aspect de la fraude de mes parents. Mais c'est samedi matin que j'ai reçu l'appel qui a transformé notre stratégie défensive en un piège mortel pour mes parents. Miguel, c'était la voix de Fernando, chargée d'une excitation que je n'avais jamais entendue auparavant. Je dois te voir immédiatement. J'ai découvert quelque chose sur les finances de ton père qui va tout changer. Nous nous sommes retrouvés dans son bureau 1 heure plus tard. Fernando avait étalé des documents sur toute la table, soulignant des chiffres et des dates avec des marqueurs de couleur. « Ton père n'a pas les moyens de financer toute cette opération », a-t-il déclaré sans préambule. Les excavatrices, les avocats coûteux, l'ordonnance judiciaire corrompue, tout cela coûte des centaines de milliers de dollars. Alors comment fait-il pour payer? Fernando a souri comme quelqu'un qui vient de résoudre un casse-tête complexe. Il a contracté des emprunts en utilisant les propriétés de Rosa comme garantie. Des propriétés dont il n'est pas légalement propriétaire. La signification de cette phrase m'a frappé comme un coup de tonnerre. C'est de la fraude bancaire. Une fraude bancaire fédérale, confirma Fernando. Et ce n'est pas tout. S'il perd les propriétés, il ne pourra pas rembourser les prêts. Il perdra tout ce qu'il possède. Je compris alors que mes parents n'essayaient pas seulement de voler l'héritage de Rosa. Ils avaient misé tout ce qu'ils possédaient sur la certitude qu'ils pourraient mener à bien leur fraude avant d'être découverts. C'était une stratégie désespérée déguisée en confiance. Et cela signifiait que lorsque notre offensive juridique commencerait lundi, nous ne récupérerions pas seulement les propriétés de Rosa. Nous détruirions complètement la vie financière de 2 personnes qui avaient choisi la cupidité plutôt que leur famille. Je quittais le bureau de Fernando ce samedi après-midi avec une idée très claire de ce qui allait se passer ensuite. Mes parents avaient construit toute leur stratégie sur le fait que j'étais trop jeune, trop inexpérimenté et trop émotive pour représenter une menace réelle. Le lundi matin, ils allaient découvrir à quel point ils s'étaient trompés sur toutes ces suppositions. Lundi, 8 heures du matin. Le tribunal du comté de Miami-Dade était silencieux, à l'exception du bruit de mes pas qui résonnait dans le couloir en marbre. Andrea marchait à mes côtés, portant 3 mallettes remplies de documents, le visage concentré comme celui d'un chirurgien avant une opération délicate. « Tu es prêt ?» m'a-t-elle demandé en s'arrêtant devant la porte de la salle d'audience. J'ai regardé à travers la vitre et j'ai vu mes parents déjà assis à la table des accusés, entourés de 3 avocats en costume coûteux. Mon père discutait avec animation avec l'avocat principal, gesticulant avec assurance comme quelqu'un qui discute d'une victoire déjà assurée. « Je suis né prêt », ai-je répondu. Mais lorsque nous sommes entrés dans la salle, la première surprise m'attendait. Le juge James Morrison avait été remplacé. À sa place se trouvait une femme d'une 50aine d'années, au regard pénétrant et à l'attitude suggérant des années d'expérience dans des affaires complexes. « Bonjour », dit-elle aux 2 parties. « Je suis la juge Patricia Hendricks. Je prends en charge cette affaire en raison du récusation du juge Morrison pour conflit d'intérêts. » J'ai vu mon père échanger des regards nerveux avec ses avocats. Le juge corrompu avait été écarté avant même d'avoir pu agir. Andrea s'est levée la première. « Votre honneur, nous aimerions présenter des preuves qu'il existe un testament valide et légal laissé par la défunte Rosa Fernandez, ainsi que des preuves de fraude, d'intimidation et de corruption de la part des défendeurs. » L'avocat de mes parents, un homme chauve nommé Richardson, l'interrompit immédiatement. « Objection, votre honneur. Il n'y a aucune preuve d'un testament. Nos clients sont les seuls héritiers légaux. » La juge leva la main. « Monsieur Richardson, vous aurez votre chance. Madame Wallace, vous pouvez continuer. » Andrea ouvrit la première mallette et en sortit le testament final que Rosa avait conservé dans la bibliothèque. « Votre honneur, ce testament a été signé, daté et notarié 5 jours avant le décès de Madame Fernandez. Il désigne explicitement Miguel Fernandez comme seul propriétaire légal des 10 propriétés. » Richardson se leva à nouveau. « Prétendument signé, votre honneur. En l'absence des témoins requis, nous contestons son authenticité. » C'est alors qu'Andrea sourit pour la première fois de la journée. « Nous avons 2 témoins présents dans la salle, votre honneur. » Les portes de la salle s'ouvrirent et Hélène, de la bibliothèque, entra accompagnée d'une femme âgée que je ne reconnaissais pas. Mon père pâlit littéralement. « Voici Hélène Morrison, bibliothécaire en chef, qui a conservé le testament conformément aux instructions de la défunte, » expliqua Andrea. « Et voici Dorothy Chen, voisine de Madame Fernandez depuis 30 ans et l'un des témoins de la signature. » Dorothy s'est dirigée vers le micro d'un pas assuré. Rosa m'a demandé d'être témoin de la signature du testament parce qu'elle ne croyait pas que la famille respecterait ses souhaits. Elle disait qu'il ne voyait que l'argent là où elle voyait une communauté.
L'expression de mon père est passée de nerveuse à véritablement effrayée. Ma mère chuchotait frénétiquement avec Richardson. Mais la juge ne faisait que s'échauffer. « Monsieur Miguel, veuillez expliquer vos allégations de fraude. » Je me suis levé, sentant des décennies d'injustice accumulées se transformer en une clarté cristalline. « Votre honneur, mes parents n'ont pas seulement caché le testament valide de ma grand-mère. Ils ont utilisé des propriétés qui ne leur appartiennent pas légalement comme garantie pour des prêts fédéraux. » Richardson bondit de sa chaise. C'est une accusation grave et sans fondement. Andrea ouvrit la deuxième mallette et en sortit un dossier épais. « Votre honneur, nous avons ici des documents de la First National Bank montrant que Mark Fernandez a obtenu des prêts de 700 000 $ en utilisant les propriétés d'Ocean Drive comme garantie. Des prêts contractés 3 jours après la mort de Rosa, avant toute procédure légale d'héritage. » La salle est devenue complètement silencieuse. Je pouvais entendre mon cœur battre dans mes oreilles. La juge a feuilleté les documents bancaires, son expression se durcissant à chaque page. « Monsieur Fernandez, avez-vous utilisé des propriétés qui ne vous appartiennent pas comme garantie pour des prêts fédéraux ?» Mon père s'est levé lentement, son assurance précédente ayant complètement disparu. « Votre honneur, nous pensions avoir un droit légal sur ces propriétés. » Vous pensiez ou saviez qu'il existait un testament déclarant le contraire. Le silence qui a suivi a duré 10 secondes interminables. C'est alors qu'Andrea a joué sa dernière carte. « Votre honneur, nous avons des preuves que les accusés non seulement connaissaient l'existence du testament, mais ont également tenté de le détruire. » Elle sortit de la troisième mallette quelque chose qui me coupa le souffle. Il s'agissait d'un enregistrement audio sur un petit appareil numérique. Cet enregistrement a été réalisé par Rosa Fernandez elle-même dans ses derniers jours, lorsqu'elle a soupçonné que sa famille pourrait tenter de contester ses dernières volontés. Andrea appuya sur « Play ». La voix de ma grand-mère, faible mais claire, emplit la salle d'audience. Nous sommes aujourd'hui le 15 mars. J'ai découvert que Mark et Linda prévoient de vendre mes maisons dès mon décès. J'ai entendu une conversation téléphonique dans laquelle ils discutaient d'éliminer toute complication juridique susceptible de retarder la vente. Je ne sais pas s'ils ont vu le testament que j'ai signé, mais s'ils l'ont vu, je suis sûr qu'ils essaieront de le faire disparaître. La voix de Rosa continua. « Miguel, si tu écoutes ceci, cela signifie que mes craintes se sont confirmées. Les maisons t'appartiennent de droit, mais plus important encore, elles sont ta responsabilité. Prends soin des personnes qui considèrent ces endroits comme leur foyer. » Le choc fut dévastateur. Ma mère se mit à pleurer silencieusement. Mon père restait immobile comme une statue. Mais la juge n'avait pas fini. Elle prit un autre document de la pile et l'examina attentivement. Après quelques instants, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Elle rit. Ce n'était pas un rire cruel ou sarcastique. C'était le genre de rire sincère de quelqu'un qui vient de découvrir quelque chose de surprenant, presque comique. « Eh bien, c'est intéressant », murmura-t-elle en feuilletant les pages. Mes parents se regardèrent nerveusement. Richardson tenta de s'approcher de la table de la juge. « Votre honneur, y a-t-il un problème avec les documents ?» La juge leva les yeux, un petit sourire toujours aux lèvres. « Monsieur Richardson, il y a ici quelque chose que vos clients ne semblent pas savoir. » L'atmosphère dans la salle était si tendue qu'elle semblait palpable. « Ce que j'ai découvert dans ces documents, poursuivit la juge, c'est que Rosa Fernandez n'a pas laissé un seul testament à Miguel. Elle en a laissé 2. » Andrea m'a regardé avec une surprise sincère. Cela ne faisait pas partie de nos plans. Le premier testament, daté de 6 mois, lègue effectivement les biens à Miguel. Mais il existe un deuxième testament, signé une semaine après le premier, qui ajoute une clause très spécifique. La juge a marqué une pause dramatique, observant la réaction de toutes les personnes présentes dans la salle. Si un membre de la famille tente de contester frauduleusement le testament ou d'utiliser les biens à des fins personnelles avant la résolution légale, ces personnes perdent automatiquement tout droit à l'héritage et sont tenues de restituer le triple de toute somme obtenue par des transactions illégales. Le visage de mon père passa par plusieurs nuances de pâle avant de se fixer sur un vert grisâtre maladif. Cela signifie, expliqua la juge avec un calme mortel, que Mark et Linda Fernandez doivent à la succession de Rosa Fernandez 2 100 000 $ en remboursement des prêts frauduleux. Richardson se mit à bredouiller des objections incohérentes, mais la juge le fit taire d'un geste. De plus, les tentatives d'intimidation des locataires, l'utilisation d'ordonnances judiciaires obtenues par corruption et la dissimulation délibérée d'un testament constituent un crime fédéral. Je transmets cette affaire au ministère public fédéral pour qu'il mène une enquête criminelle. Ma mère s'est effondrée, sanglotant bruyamment. Mon père restait immobile, fixant le sol comme s'il cherchait une fissure dans laquelle il pourrait disparaître.
Mais la juge n'avait pas encore fini. Monsieur Miguel Fernandez, approchez-vous. Je me suis dirigé vers son bureau avec des jambes qui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Jeune homme, votre grand-mère était une femme très sage. Non seulement elle avait prévu exactement ce qui allait se passer, mais elle avait également mis en place un mécanisme pour vous protéger, vous et les locataires qu'elle considérait comme sa famille. Elle m'a remis une enveloppe scellée. À l'intérieur de cette enveloppe se trouvent les titres de propriété définitifs des 10 biens immobiliers, désormais officiellement enregistrés à votre nom, ainsi qu'un fonds fiduciaire que Rosa a spécialement créé pour l'entretien et l'amélioration des biens immobiliers. J'ai regardé mes parents une dernière fois. Ils semblaient avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. L'audience est close, a déclaré la juge. Monsieur Miguel, félicitations pour votre héritage. Monsieur et Madame Fernandez, vous avez 48 heures pour rendre les clés de toutes les propriétés et entamer la procédure de restitution financière. Alors que la salle se vidait, je suis resté debout à côté d'Andrea, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ce n'était pas seulement une victoire. C'était une revendication complète de tout ce que Rosa avait travaillé pour construire. Mes parents sont passés devant moi en sortant, sans un mot, sans un regard. 32 ans de relations familiales avaient pris fin dans cette salle. Mais quand j'ai regardé par la fenêtre et que j'ai vu Patricia me faire signe depuis le parking, Franck ajustant sa casquette militaire avec un sourire fier, et Hélène tenant un bouquet de fleurs, j'ai compris que j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux que ce que j'avais perdu. Rosa m'avait laissé non seulement des biens immobiliers, mais aussi une famille choisie. Une communauté qu'elle avait cultivée avec amour et qu'il m'incombait désormais de protéger. Je suis sorti de cette pièce en sachant que le véritable combat n'avait pas été contre mes parents, mais pour quelque chose de bien plus grand. Et enfin, après des mois de douleur et d'incertitude, ce combat était gagné. 3 mois plus tard, mes parents ont vendu la maison où j'avais grandi pour payer une petite partie de la restitution qu'ils devaient à la succession de Rosa. Ils ont déménagé dans un modeste appartement en banlieue, leurs réseaux sociaux complètement détruits lorsque l'histoire de la fraude s'est répandue à Miami Beach. Kyle a intégré un programme de réadaptation financé par le fonds que Rosa avait créé spécialement pour les membres de la famille qui avaient perdu leur chemin. Même dans la mort, elle prenait soin de nous tous. Dans les propriétés d'Ocean Drive, j'ai transformé l'ancien salon de la maison principale en centre communautaire. Patricia organise des cours de jardinage. Franck enseigne la navigation à de jeunes vétérans. Chaque semaine, je constate que Rosa n'a pas seulement laissé des maisons, mais aussi une famille choisie. Un après-midi, j'ai trouvé une dernière lettre de ma grand-mère cachée derrière une photo de nous. Miguel, si tu lis ceci, cela signifie que tu as appris la différence entre posséder et protéger. Les maisons n'ont jamais été une question d'argent. Il s'agissait de donner aux gens un endroit où ils se sentaient chez eux. Je regarde par la fenêtre et je vois des enfants jouer dans les jardins que nous entretenons, des personnes âgées discuter sur les balcons que nous avons peints ensemble, une communauté s'épanouir exactement comme elle l'avait rêvé. Mes parents ont essayé de transformer l'héritage de Rosa en profit rapide. Au lieu de cela, ils m'ont appris que certains héritages ne peuvent être vendus, mais seulement honorés. Si cette histoire sur la famille, la trahison et la justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont transformé leurs pires défaites en leurs plus grandes victoires. Au final, Rosa avait raison sur tout. Les maisons ont vraiment pris soin de moi, et maintenant Сзади меня машины. Да поехали. Надо газовать, но они видят, Ну, что газуй. я газую. Вторую. Вторую. Поехали. Поехали. Ну, Они все третья. Они все опоздуны. Они все застряли там из-за меня. Ну, это я не виновата. Я честно. Специально. 4-й, да? Я
уже забыла, на каких показателях нужно переключить скорости. По звуку. Я Просто слышу, чувствую. да, я слышу. Ну все, я же говорю, если ты училась, получила права, все ты помнишь. Пятую, давай. Это третья. Вот она. На пятый ездили Давай, уже? нет, давай, поехали. Ну тут сколько? На 1500 к 2,5? Нормально, нормально, это дизель, он выдержит. Газуй просто и все. Точно нормально? Ну ей тяжело, но как будто нормально. Я рано переключила. Нормально, да, рано, да, согласен. Поехали. Нам надо в правые полосы и поворот направо. Не разгоняйся сильно. У нас сейчас будет... Камеру вправо поверни. Глеб. С правого окошка смотри, сейчас там красиво вид будет. Мы О. будем, получается, дом... Вот здесь внутри развязки, дом построили, внутри развязки. О, прикольно. И вот, получается, мы его на 360 градусов... Крис, Пинакл! Передайте Пинаклу, что это F. передний привод. Сейчас должно быть все нормально. F5. Азамат, ты сколько поспал? Вернулись. Я вот как раз 1 час поспал. Бля, ебать тут красиво одно. Ты за как днем? Опа! Спасибо большое. Наша полоса кончается. Ты не тормози, ты перестраивайся. Тормози. Я не на надо. скорости, если буду перестраиваться. Так и нужно перестраиваться. Я тебе больше скажу, при перестроении надо... Опять? Да! Опять! Надо ускоряться! Это При еще, перестроении надо ускоряться. это еще не скорость даже была. Перестраивайся. Давай, давай, и без тормозов, просто перестраивайся. Молодец, молодец. Поворотничек выключаем. Туннель! Тише, тише. Едь, просто едь. Туннель, туннель. На меня! Бля, можно клип, ребята? Уезжай, пожалуйста! Просто едь. Газуй, газуй, тебя догоняет. Газуй. Таня? Это что не шестая, газ нажми. Это пиздец. Туннель. Нет, нет, это не шесть. Нормально. Ох, ребята. Да, веселый заездик, веселый. С таким водилой и разборком закончится не успев начаться. Держи полосу, там справа фура. Да не тормози. Просто нормально. Держи Справа, полосу и направо. просто. Еще раз, Оксана. Езжай, газуй, газуй. Запомни важное. Когда ты нажимаешь тормоз, это очень опасно. Именно когда ты вот так вот неожиданно просто жмешь тормоз, сзади тебя догонят. Езжай. Можно поцелуй в попу словить, так Да. сказать. Очень хороший к тому же. Он нас снизу только что. Да, вроде